Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit sujet un peu particulier car je vais donner cours comme chaque année à Vitaneuse, à Paris, Université Paris-Sorbonne et donc on va faire un truc un peu spécial avant, j'ai rendez-vous avec Vincent Berry parce qu'ils ont récupéré la collection de Boulogne. C'est une vieille histoire avec Boulogne, une collection récupérée depuis et montée par Marine Granger, etc. Je vous parlerai de tout ça un peu mieux là. On va voir Vincent et il va nous faire la visite. A tout de suite. Ben voilà, on arrive à peu près à trouver un peu loin. Ah regarde, hop, je filme déjà un petit peu les entrées. Ça va? Ouais, très bien. Quoi? Bonjour. Tu veux un café? Avant d'accepter le café de Vincent et d'ouvrir les portes de ce trésor ludique, je ne peux m'empêcher de faire un rapide flashback sur l'origine de cette collection. Cette histoire commence en 1979, à Boulogne-Billancourt, où, sous l'impulsion de Pierre Berlequin, se tient un festival de jeux de société, accompagné d'un concours de créateurs parrainé par le mythique magazine Jeux et Stratégie. Cette première française se déroule au centre culturel de la ville, ici. Dans la foulée du succès du festival, 5000 visiteurs tout de même, Marine Granger, alors stagiaire dans le centre culturel, monte une ludothèque et se décide de conserver les 400 boîtes fournies par les éditeurs pour les faire jouer, certes, mais aussi pour les conserver. Doucement, les jeux s'empilent dans un local du parking souterrain du bâtiment. Le conservatoire du jeu était né. Et avant de continuer ce flashback, revenons en 2021 pour assister à l'ouverture des portes de ce trésor ludique. Donc on arrive. Donc là, tu vas voir. Ah yes. T'avais oublié, c'est ça? Ah ouais, j'avais oublié quoi. Pour Délire. l'instant, c'est un labyrinthe. Là. Attends, je me monte là. Donc on a commencé, nous, à sortir la collection jeux de rôle. Voilà, je vais te la montrer. Et puis, on a tout le travail d'inventaire à faire, de catalogage, de localiser, de repérer tous les jeux à partir du listing qu'on a. Et puis aussi un travail de restauration en fait, Tu m'étonnes. des jeux quand même qui commencent à s'abîmer un peu. Et donc là, vous en avez... Ouais, c'était combien à peu près sur le nombre de titres qu'il y avait? Alors, grosso modo, on est autour de 12 000. Ouais, Mais c'est je suis sûr. pas con, je pense qu'il y en a plus parce que je pense que tout n'a pas été référencé, en Ouais. fait. Notamment la collection jeux de rôle. Elle est sortie la collection jeu de rôle, tu dis? Il y a une partie qui est sortie et il en reste encore beaucoup. En fait, on découvre au fur et à mesure. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une super belle collection, à la fois pour la quantité de titres, mais aussi pour... nous, on fait de la recherche sur le jeu. Donc ça te montre aussi l'évolution éditoriale, l'évolution aussi des publics, en fait. À travers les jeux, tu vois aussi l'évolution des publics. Avant d'aller jeter un œil au jeu de rôle, continuons nos flashbacks à coups de pastilles intempestives. Direction Philadelphie, 2007. Dans cette ville de la côte ouest des États-Unis, Bruce Whitehall s'apprête à vendre une partie de sa collection de jeux. Nommé The Big Game Hunter, Bruce a passé sa vie à collecter toute la production ludique américaine. Grâce au soutien financier de la ville, de la région, de la Française des Jeux et d'une bonne partie des éditeurs de l'époque, la ludothèque est parvenue à rassembler un budget pour en faire l'acquisition. Monsieur Fall et Dr Mops de Trick Track étaient même passés pour constater par eux-mêmes la richesse du fonds fraîchement arrivé d'outre-Atlantique. C'est ainsi que les 6000 titres rassemblés pendant 25 ans vont doubler et faire de ce conservatoire, géré par Marine Granger et Michel Deprade, l'une des plus grandes collections de jeux de société au monde. Allez, retour vers le futur, place au jeu de rôle. Voilà, après, alors, ici on a commencé à sortir la collection jeux de rôle. Et donc, qui est on n'a pas tout sorti encore. qui est principalement nourri par le stock de Casus Belli, Exactement, ouais. première édition, c'est ça, hein, enfin, le Casus Belli, Ouais, le canal historique. 80, 85, Ouais. je crois. Hein. Et que c'était période Guizerix, Rosenthal,
qui avait C'est tout filé. Oui, c'est la première édition, ça, française. Ça, c'est française, ouais, en rouge, la boîte rouge. La boîte. Alors, mais c'est laquelle? Ça, c'est le. Ça doit être celle-ci, je pense. Ouais, c'est celle-ci. Avec de base boîte 1. Ouais. Et puis, il y a toutes celles-ci, magnifiques. Donc, Ouais, ça, c'est le montage de niveau, c'est le 5. Celle-là, c'est du collector. Hein. Ouais. C'est vraiment du vrai collector. Ça, je peux pas m'empêcher. Hein, Vas-y. Alors là. Ok. Et c'était quoi ce beau bouquin Putain, que j'ai des vu de trucs. dos, là, celui-là, ouais. Dungeon Master Guide. Putain, ça, ces objets-là, ils sont quand même, tu vois. Avec des couvertures. Couverture TSR. Ouais. On te voir le tampon au début, c'est quoi? Non, juste à l'intérieur. Voilà. Casus, ouais. Donc ça, c'est vraiment la collection Casus, avec un petit tampon. Voilà. Boston Game. Là, il y a du Middle-earth. Je crois que t'as aussi là. Mais ça, bon, c'est pas non plus. On les trouve, hein, mais il y a toute la collecte des. Ah oui, des livres de vous êtes Léo. Ouais. Eh ouais. Quel bonheur. Et tiens, The Nightcrawler, Car Wars, ça c'est le... Ah bah c'est le carton croc, ça. Ouais. Ah oui, c'est le carton croc. Alors ça doit être... Tu sais quoi Ouais. Ça doit être le carton qui a été fait suite à... J'ai fait une expo sur Croc au premier Gen Con, soi-disant Gen Con parisienne. Ouais. J'avais fait une expo sur Croc. Et donc en fait, d'accord. ça doit être le carton. Laissons Croc dans son carton et retour à Boulogne où l'équipe de la ludothèque se prend à rêver. Avec le soutien de la mairie, un projet d'envergure nationale et internationale se met en place. L'idée est de transformer la ludothèque en un centre où la pratique du jeu pourrait se faire à l'aune de son passé par le biais du conservatoire stocké et consultable sur place et de son futur par le biais de son concours de créateurs. Le projet devient concret. Les nouveaux locaux du Centre national du jeu s'installeront sur les anciens sites des usines Renault qui s'apprêtent à accueillir, à l'époque, l'un des plus grands chantiers immobiliers d'Europe. L'histoire est belle, mais politique ne rime pas nécessairement avec ludique. Élection de 2008, changement de maire, la nouvelle équipe municipale décide, un an avant l'ouverture publique du centre, de privilégier un espace ludique à destination locale. La mairie transforme le bâtiment en une médiathèque avec une bibliothèque au rez-de-chaussée et la ludothèque à l'étage. Les rêves de grandeur sont stoppés net et retour à la case départ pour la collection qui devra attendre pour voir la lumière du jour. Allez, consolons-nous en allant ouvrir des boîtes. Alors ce que je disais aussi, je sais plus si c'est là. Là je parle vraiment en temps de recherche sur le jeu, quoi. Mais en fait, tu as aussi également les protos. C'est là que tu as quelques protos du concours, en fait. Ah, excellent. Et donc tu vois des trucs qui étaient envoyés. Alors c'est intéressant, ça te permet de voir l'évolution. 2012. Puis on a quelques travaux qui montrent l'inflation des prototypes. C'est-à-dire quand tu regardes ce que les gens proposaient dans les années 90 et ce qu'ils proposent aujourd'hui en termes de protos, c'est plus tout à fait la même. Hallucinant. Mais en fait, c'est intéressant parce que moi, par ailleurs, j'avais travaillé là récemment sur l'histoire de jeux et stratégie. En fait. Tu te rappelles de ce magazine? Bien sûr. Donc j'avais interrogé des anciens de jeux et stratégie, etc. Puis j'avais regardé l'évolution. Et jeux et stratégie, c'est un super témoin de ce qui se passe dans les années 80. En fait. C'est que tu vois que les années 80, il y a un bouillonnement, ça part dans tous les sens, aux jeux vidéo, aux jeux de rôle, tout ça. Et ce que tu vois aussi, parce que jeux et stratégie, ils avaient un truc, ça s'appelait Jeux et joueurs, je crois, un truc d'actualité. Et ce que tu vois, c'est la place en fait de Boulogne-Billancourt dans cet écosystème en fait qui apparaît. Vraiment au début des années 80, quoi. Et ce qui est fou, c'est que malheureusement, la mairie de Boulogne-Billancourt n'a pas su se rendre compte que c'était intéressant pour leur patrimoine. Ouais, mais en fin de temps. Ouais. 2018. Près de 10 ans après l'abandon du Centre national du jeu, le centre culturel qui accueille les stocks du conservatoire doit fermer pour cause de travaux. La mairie demande au club, c'est le nouveau nom du CNJ, de trouver un nouveau lieu de résidence à la collection qui ne peut plus être hébergé dans la ville. Après presque 30 ans passés dans un parking, les 12 000 jeux vont s'enfoncer un peu plus dans les abysses, en étant stockés temporairement sur des palettes déménagées dans les 9e strates des enfers. Là où réside Asmodée, l'éditeur au grand cœur. Mais chut, faut pas le dire, l'archidiable aime à conserver son image de marque. La collection appartenant au club, sa nouvelle équipe et ses bénévoles travaillent d'arrache-pied et trouvent un accord providentiel avec l'université Sorbonne Paris-Nord qui accepte de co-gérer la collection en l'accueillant dans ses locaux. Le Centre national du jeu est mort. Vive le fonds patrimonial du jeu de société. Ça, celui-là. Je sais pas s'il avait le droit de dessiner Harrison Ford parce que c'est pas lui.
Elle est bien, Je sais pas, c'est un mélange d'Harrison Ford, de Bruce Banner, ou je sais pas, non pas de Bruce Banner, mais... Donc là, tu vois, enfin, si je comprends la logique du classement, c'est toutes les adaptations, en fait. Ça, je connais pas du tout. Mais à mon avis, ça va être une série. Américaine. Ouais, voilà, on avait rangé tout dans thématique, genre série télé. Ouais, télé, on avait fait. Ouais, tu vois, t'as Zorro. Différentes TV, ciné, etc. Regarde, celui-là, le Parker Brothers, j'adore. Ah, je connais, j'ai pas vu celui-là. Ranger Celui-là Commander. Ouais. Tu vois, t'as vraiment, je trouve qu'il y a un boitage, etc. Et en fait, même, puis t'as Platoon, mais ça, c'est Avalon Hill. C'est la couve de... Ah ouais, il est et en fait, t'as vraiment... 44. 44, voilà. Donc c'est vraiment, en plus, c'est hallucinant parce que c'est en 44 quand on sait ce qui se passe. Ouais. et voilà. Ah, mais en fait, je crois que Whitey en parle dans son article Ranger Commander. Ouais. Et voilà, t'as vraiment le débarquement. Donc ça doit être la seconde édition parce que celui qu'on a avant, celui-là, c'est le même. Il y a le même plateau. Celui-là, le copyright est en 42 de celui-là. Et c'est l'édition, c'est le 44. Ouais, donc voilà, il y a encore tout à faire, mais si tu veux, déjà, juste en explorant un peu comme ça, on arrive à voir en fait des ensembles un peu intéressants. Alors, ce qui est marrant aussi, mais qui renvoie quand même pas mal aux travaux des historiens, mais tu connais ça aussi assez bien, c'est aussi tout le passage si tu veux, du jeu de société qui était pensé plutôt comme un truc d'éducation des enfants. Tu le vois, fin 19e, début 20e, où il y a un souci... il faut faire des choses, quelque chose de ces mômes en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et donc tu trouves. On ne peut pas juste leur dire de jouer pour eux. Ouais. Faut qu'ils apprennent quand même un peu à quelque chose. Et alors attends, on avait une caisse où tu voyais. Ça formera la future délinquance. Ouais, où tu voyais. Attends, faut que je te les retrouve. Où tu voyais tous les jeux éducatifs du début du 20e. Ah mais voilà, les jeux. Ils sont à côté des jeux érotiques. Des jeux érotiques. Donc tu vois tous ces trucs là. Donc ça, pour apprendre l'histoire américaine, educational games, have fun while you add, subtract, amusez-vous avec des additions et des soustractions. Donc tu vois aussi toute cette période aussi où le jeu de société était vraiment pensé comme un outil d'éducation des enfants. Tu vois ça, par exemple, How Good You Are. Et puis ce que tu vois progressivement, c'est effectivement l'émergence du divertissement, enfin du jeu de société pensé comme un divertissement. Ouais. Et voilà, après toutes ces années, ces boîtes vont donc constituer le fonds patrimonial du jeu de société. L'objectif, le même que l'original, mais cette fois avec un soutien institutionnel. Création d'un catalogue informatisé à disposition du public, organisation d'expositions, consultation en ligne des œuvres, parution de livres et catalogues, développement de la recherche fondamentale sur le jeu de société, etc., etc. Alors, tout cela vient d'un rêve, celui de faire de ces boîtes sans dépôt légal, souvent considérées comme des broutilles populaires sans intérêt, de faire de ces 12 000 titres une véritable mémoire pouvant être étudiée, consultée et exposée au plus grand nombre. Ce rêve a été le combat d'une vie, celui de Marine Granger et de Michel Desprades, alors oui, merci à eux. Allez, moi, de mon côté, je vous laisse, car là je file au 40e concours de créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt, qui, vous en doutez, constituera le prochain sujet de la chaîne. À bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. C'est quand même celui-ci où les gens sont souvent admiratifs. Eh ouais. Je te rappelle celui-ci. Oui, tu me rappelles, ouais. Voilà. Nous aussi, nous avions bien, fait... mais nous, il n'était pas passé président. Ouais, et puis à l'époque, tu dis c'est impossible. Et en fait, quand tu lis la première page, t'as grosso modo son programme présidentiel. Quoi. Ah ouais. Ça tient sur... Comme quoi, le jeu de société. Genre, faut être un gagnant. Voilà, toujours visionnaire. Ça.